en direct déjà depuis 3 jours avec des temps forts. Voici un des temps forts qui va rythmer cette journée de vendredi. Je suis accompagné de Serge Papin, président directeur général du groupement coopératif de Système U. C'était en 2005 jusqu'en 2018. Aujourd'hui, consultant et conférencier en mouvement pour un nouveau monde plus juste et plus écologique, auteur de plusieurs ouvrages, Consommez moins, consommez mieux pour un nouveau pacte alimentaire. Bonjour Serge. Bonjour, bonjour à tous. Bon, voilà, ça fait plaisir de se retrouver en présentiel. Présentiel, comme on dit, physiquement, c'est intéressant. Voilà, je trouve, par les temps qui courent, d'avoir une réunion physique. Alors, avant de commencer, on va essayer de ne pas être langue de bois. Tu as fait partie du monde de la grande distribution et tu es passé de l'autre côté avec la loi Egalim 2, dont on va parler maintenant, car c'est vraiment l'information du moment, c'est l'événement du moment. Comment on peut passer de la grande distribution aux agriculteurs? Moi, je n'ai jamais vraiment quitté les agriculteurs, parce que je vous rappelle, Jérôme, que je me suis occupé d'Egalim 1 et que j'étais coprésident à l'époque de l'atelier 5, des États généraux de l'alimentation. États généraux qui avaient conclu qu'il fallait augmenter le revenu des agriculteurs, c'est bien ça le sujet. Et devant, en fait, une efficacité légère de ces conclusions, si on peut dire, c'est à ce titre-là que Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, et Agnès Pannier-Runacher, à l'économie, m'ont demandé de reprendre le sujet pour aller au bout de ces conclusions des États généraux, version 1. Et donc, on a ouvert une saison 2 qui, là, maintenant, en effet, va se débattre à l'Assemblée nationale. Alors, et juste pour dire, moi, j'ai toujours été, je dis ça pour répondre à une question qui est un peu taquine, mais vous savez, quand on veut détourner un avion, il faut être dedans. Et moi, j'ai toujours été, même en étant dans la grande distribution, j'ai toujours essayé de détourner les choses pour réconcilier et pas opposer. Donc c'est un peu aussi pour ça. C'est mon côté taquin. De ce dossier, voilà. Loi Egalim 1 qui a été plutôt un échec en partie. En partie, elle n'a pas été assez efficace, oui, parce qu'elle reposait beaucoup sur la bonne volonté et on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Donc loi Egalim 2. Succès. Est-ce qu'on peut parler, rentrer dans le vif du sujet sur cette loi Egalim? À voir. Moi j'ai fourni un rapport au ministre de l'Agriculture. Ce rapport est basé sur 9 recommandations. Ces recommandations, dont je pourrais vous parler peut-être de la principale, font désormais l'objet de ce qu'on appelle une PPL, donc un projet de proposition de loi qui va être débattu au Parlement la semaine prochaine. Donc ça va probablement déboucher sur une loi qui repose sur la première recommandation. En fait, il y a 3 recommandations qui, à mon avis, vont changer la donne, avec la première qui est de dire que ce qui va compter, c'est le premier contrat entre l'agriculteur et le premier transformateur. Que ce premier contrat va rendre non négociable ensuite la part de la matière première agricole dans le produit. Et cette part de la matière première agricole va être basée sur un indicateur de coût de production qui sera référent. Ça peut être, par exemple, pour le porc, ça peut être France Agrimer, par exemple, qui est tout à fait référent. Et donc, ce contrat pluriannuel, qui sera l'élément important et la première étape, et bien ensuite, quand il y aura la négociation entre le transformateur et le distributeur, la part agricole, encore une fois, qui aura été consentie contractuellement entre les 2 premières parties, sera non négociable.
par le distributeur ou un autre transformateur derrière, si c'est le cas. Donc ça, c'est important, parce que là, du coup, on passe de la stratégie de ruissellement qui était Egalim 1, donc, et qui n'a pas suffisamment porté ses fruits, à une garantie d'un prix payé en cours de ferme. Donc ça, c'est assorti avec une pluriannualité du contrat, c'est-à-dire c'est du temps long qui est proposé à la fois aux transformateurs et peut-être aux distributeurs aussi demain, puisque la CEPC travaille aussi pour proposer une pluriannualité au niveau des négociations commerciales, passer du annuel au pluriannuel, ce qui changera le dialogue. Alors justement, j'en profite, je me permets de te couper par rapport au risque pour les transformateurs. Nous sommes sur le CEFIA, voilà, on est en plein cœur de l'agroalimentaire. Où vont-ils pouvoir se situer aujourd'hui entre, si on connaît la puissance de la grande distribution, on va protéger les agriculteurs, ce qui n'est pas un mal en soi, et entre les deux, la variable d'ajustement, c'est peut-être les transformateurs? Alors, c'est la crainte, en tous les cas, que peuvent avoir les transformateurs par rapport à ça. Moi, je pense qu'avec cette loi, si elle passe, cette non-négociabilité des matières premières agricoles, donc qui donne des garanties et qui met du bien commun dans l'économique, parce que c'est ça le sujet. C'est comment on amène de la régulation. On voit bien que par les temps qui courent, si on laisse aller le rapport de force, et si on laisse aller la loi du plus fort, c'est le plus faible qui paye. En l'occurrence, là, les agriculteurs, on le voit bien, c'est eux qui ont porté depuis 2007, mise en place de la loi de modernisation de l'économie. La brutalité du rapport de force et la variable d'ajustement, ça a été le monde agricole. Et souvent, la guerre des prix, c'est eux qui en ont fait les frais, au passage. Donc, si on ne met pas un peu de bien commun, c'est pas valable d'ailleurs que pour l'agriculture, entre nous, par les temps qui courent. Donc, si on ne mène pas un peu de régulation, eh bien, les plus faibles vont mourir. Et s'il n'y a plus d'agriculture, je ne sais pas comment on fait quand on parle de souveraineté, parce qu'une des questions, et ça sera un des enjeux de la présidentielle, c'est la souveraineté alimentaire. Hein. Pas que alimentaire, mais c'est la souveraineté au sens large. Donc, pour qu'il y ait une agriculture, il faut qu'il y ait des agriculteurs. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, je pense que les industriels, les transformateurs, n'ont pas à craindre, mais vont pouvoir s'appuyer sur ce qui va se passer. Il n'y a pas de raison entre nous que si, avec l'agriculture, on amène une forme de régulation, donc on amène une forme, entre guillemets, de préservation des revenus des agriculteurs, hein, et il n'y a pas de raison demain que dans le cadre d'un autre mandat, et peut-être avec ce qui se profile pour 2022, il n'y ait pas une proposition qui fasse qu'on amène là aussi des protections, je pense aux PME notamment, pour éviter là aussi qu'il y ait trop de destruction de valeur. Mais on doit le faire par étapes. Si on demandait tout de suite d'aller jusqu'au bout, on va dire, d'une non-négociabilité des tarifs, appelons ça comme ça pour caricaturer, forcer le trait, ça ne passera pas. Aujourd'hui, ça ne passera pas parce qu'il faut remettre complètement en cause la LME et là, pour le coup, l'agenda parlementaire ne le permettrait pas. Alors que là, c'est une forme d'amendement qu'on va amener, que portent les députés. C'est notamment Grégory Besson-Moreau qui porte pour la majorité cette loi. Si on voulait aller tout de suite sur une globalité des choses, et je m'en suis assuré, je peux vous dire, j'ai eu beaucoup de discussions, je crois que j'ai eu 80 auditions avant, bon, en discutant avec tout le monde, et on aurait eu une opposition, notamment on aurait une opposition de Bercy, parce qu'il y avait aussi la crainte, la peur d'un trop grand risque d'inflation derrière. Donc, step by step, et la première marche, c'est avec le monde agricole, rien ne s'oppose après, à ce qu'on ait une réflexion, tous ensemble d'ailleurs, sur Egalim 3, pour, à ce moment-là, tout embarquer. À venir, Egalim 3 Egalim 3, qui pourra être... C'est dans les cartons ?
En tous les cas, ça vaut le coup de le mettre sur la table pour une prochaine mandature, oui, je pense. Je pense qu'il faut pour un nouveau rapport de force entre tous les acteurs pour amener, là, pour le coup, une vraie réconciliation. Parce que si on admet qu'il y a une pluriannualité, c'est-à-dire qu'il y ait des contrats qui soient de 3 ans, voire de 2 fois 3 ans, quand il s'agit d'investissement. C'est par exemple... J'étais dans une discussion il n'y a pas très longtemps avec Limagrin, qui fait les pains de mie Jacquet notamment. Et il me dit, le DG me dit, écoutez, comment est-ce qu'on fait? Nous, on a une demande forte actuellement sur les pains de mie, et il faudrait qu'on investisse dans 2 chaînes supplémentaires. Mais il dit, moi, si je suis remis en cause l'année prochaine, je ne peux pas investir. Donc on voit bien, moi j'ai vécu ça en tant que président de Systémus, autrefois, c'est pour ça qu'on est passé dans ce qu'on appelait le tripartite. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses, et je me permets de te couper, mais qu'est-ce que tu penses de ce rapport de force qui est parfois malsain? Voilà, alors c'est pour ça que pour aller au bout, il faut qu'il y ait une sécurité, et s'il y a un investissement, la durée d'amortissement d'une chaîne, c'est au moins 7 ans, il faut qu'il y ait un engagement de 7 ans. Autrement, on ne peut pas... Et donc, ce contractualisme, le contractualisme, c'est quoi? C'est la théorie du contrat. C'est pas simplement un bout de papier juridique, c'est aussi un état d'esprit nouveau. Et donc, il faut qu'on aille sur un partage de la valeur qui soit un peu équitable. Et donc, pour arriver à ça... c'est de la pluriannualité, du contrat, du temps long, et faire en sorte qu'on crée tous ensemble de la valeur. C'est ça que je propose, moi, dans les recommandations. Alors, la loi Egalim 1, il y avait de l'envie, il y avait du souhait, et pourtant, il y a eu un échec parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas d'obligation. Il n'y avait pas d'obligation. Donc là, on peut dire qu'on rentre dans un nouveau monde où, peut-être dans la loi Egalim 2, et 3, il y aura des obligations. En tous les cas, la Egalim 2, enfin, c'est la loi précisément va s'appeler proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs. C'est le titre, c'est un peu long, mais c'est le titre qui va être donné à ce projet de loi. En tous les cas, elle va rendre obligatoire le contrat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, partout, hein. Si je prends par exemple sur le secteur de l'élevage, au passage, qui est parfois le domaine des maquignons, il n'y a pas de contrat quand une vache est payée. C'est on se tape dans la main. Voilà, on se tape dans la main et ça vaut 3 € la prix de la viande en carcasse, alors qu'un agriculteur, pour vivre dignement de l'élevage et faire un produit de qualité sur des races allaitantes, il lui faut 4,50 € par contrat. Donc voilà, c'est aussi une question, il faudra qu'il y ait systématiquement un contrat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc un contrat, et deux, que dans ce contrat, la part des matières premières agricoles, encore une fois, elle soit sur un indicateur de coût de production, un indicateur de référence non discutable, donc qui soit capable d'être opposé, parce qu'on pourrait imaginer que sur l'indicateur de référence du prix, un distributeur aille dire moi je conteste un peu cet accord. Il pourra, parce qu'on a renforcé dans les recommandations le pouvoir du médiateur, et le médiateur pourra intervenir et aller y voir, et on pourra même déposer certains éléments dans ce qu'on appelle un tiers de confiance, neutre, discret, pour que tout ça reste pas forcément public. Oui, parce que le risque, c'est la transparence, c'est-à-dire... il faut qu'il y ait plus de clarté. Après, la transparence, tout n'est pas bon à dire au nom de la protection de la concurrence, notamment. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout ce dispositif accompagnant. Et donc, il y aura bien une obligation, pour répondre à ta question. Donc, Egalim 2, elle sera votée... Alors en principe, les arbitrages sont rendus actuellement par Matignon, parce que c'est pas aussi simple que ça entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Économie, notamment. Il faut savoir, celui qui est le patron en France, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est Bercy. Donc il faut passer... Quelques semaines, quelques mois, quoi. Non, quelques semaines. Là, alors les arbitrages sont rendus. Théoriquement, je crois que ça passe au Parlement avant la fin du mois.
Et ensuite, il y a la navette avec le Sénat. Et en principe, ça devrait être actif pour les négos 2022 qui démarrent au mois de novembre. Et on devrait être sur le nouveau dispositif pour ces négos. Donc voilà. Serge, nous sommes sur le CFIA, on continue de parler de l'agroalimentaire. Dans quelques instants, on va évoquer avec toi la tendance suite à la pandémie, tendance de fond d'ailleurs qui se poursuit. Juste avant, on va parler de cette mutation qui s'opère en ce moment dans le monde de l'agroalimentaire. En préparant ces échanges, on a parlé par exemple de Yuka qui est en train de donner le là. Et finalement, si on ne fait pas le point sur ce que l'on produit aujourd'hui, cela va poser de gros problèmes dans très peu de temps. Oui, alors, bon, aujourd'hui, le digital amène la transparence, tout se sait. Donc, on ne peut plus cacher les choses, avec des bons côtés. Parfois, il y a des choses qui sont, voilà, qui remettent en cause. Mais je pense, par exemple, à tout le travail, moi je l'ai vécu avec toute cette transparence. Regardez par exemple la filière œufs. Il y a eu une forte pression qui a été amenée à l'époque par L214, qui a filmé et donc s'est passé sur les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, on a posé des valises avec l'Interpro. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc on a créé l'élevage alternatif. C'est quoi l'élevage alternatif? Le conventionnel, c'est des poules en batterie sur une feuille grande comme ça. L'alternatif, c'est des poules en plein air ou du bio, etc. Et alors, ce qui est drôle, c'est que ça, c'était en 2013-2014. Aujourd'hui, on est en 2021. L'alternatif est la majorité des ventes dans la filière œufs. C'est-à-dire, on vend plus d'œufs bio et de poules en plein air que d'œufs conventionnels. Donc, ça veut dire que ça a tiré une montée en gamme. Voilà. Et on voit bien que cette influence actuellement Yuka, donc qui va peaufiner un peu ses fiches produits, ou Nutri-Score. Regardez Nutri-Score. Nutri-Score, c'est en train de faire un carton parce que c'est simple. Et il y a plein de marques, MDD ou marques, qui disent nous, on s'engage à ce qu'on ait Nutri-Score A ou B partout. Et il y a une initiative qui est prise qui s'appelle Numalim, qui va pouvoir donner à des industriels qui le souhaitent, des PME, des transformateurs, accès à une base de données open source. Et c'est, comment il s'appelle, monsieur T. Usbord, qui s'en occupe, qui était, pour certains qui le connaissent peut-être, qui a été longtemps le président d'Avril. Et cette disponibilité-là va faire qu'on va pouvoir avoir accès, ou les PME vont pouvoir avoir accès à des datas sur la nutrition, sur la santé. Donc on est en train, petit à petit, d'aller vers une évolution qui est raccord avec la société aussi. Parce qu'il y a une forte demande aujourd'hui sociétale. Il y a une vraie prise de conscience sur le lien entre alimentation et santé, alimentation et environnement, transition alimentaire, transition écologique, etc. Tout ça est lié. Donc il faut avoir cette dimension un peu holistique des choses. Et donc, bien sûr, le digital influence, et ce que tu disais, les plateformes de type Yuka, etc., poussent les choses dans le bon sens. Mais c'est dur. C'est dur aussi pour les transformateurs. Ça va vite, ça va de plus en plus vite. Comment toi, tu visualises les choses? Intermarché, par exemple, tu me disais que toutes les marques dépendant de l'enseigne doivent être en A, en Nutri-Score. C'est ça? Oui, mais si tu veux, c'est possible. Moi, j'ai vécu difficilement, mais en 2005, c'est juste pour faire partager cette expérience et sous forme d'anecdote, en 2005, quand je prends la présidence de Système U, je demande à un ingénieur qui s'appelait Maximilien Roher à l'époque, c'est celui qui s'occupe de la note globale aujourd'hui, et je lui dis, écoute, fais-moi une liste d'ingrédients que tu juges controversés ou toxiques et qui sont dans des recettes de produits. Produits U en l'occurrence. Il me donne une liste,
j'avais 90 substances. 90, précisément, en 2005. Il y avait le parabène, il y avait le bisphénol, il y avait les phtalates, le dioxyne de titane, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, je prends le parabène, c'est juste pour l'anecdote, mais pourquoi le parabène? Parce que quand le parabène passe dans le placenta d'une femme enceinte, il peut rendre stérile le fœtus si c'est un garçon. Tant que tu sais pas ça, tu vois, c'est pas grave, hein, tu vois. Mais une fois que tu as l'info et que tu vends les produits, si tu es en pleine conscience de ton job, tu dis je fais quoi de tout ça? Ben moi j'ai demandé, à partir de ces 90 produits, j'ai dit écoutez, on va les enlever. Et honnêtement, qu'est-ce que ça change? Alors je me suis heurté à tous ceux qui m'ont dit que c'était pas possible, et je me suis heurté aussi, y compris à certains de mes collègues qui disaient mais écoute, c'est pas notre boulot. Nous, notre boulot, c'est de vendre des produits, c'est pas de s'occuper de ce qu'il y a dedans. Ben, je dis si, on a des responsabilités nouvelles, il y a une attente de nos consommateurs là-dessus, on doit s'occuper de ce qu'il y a dedans. Et on a gagné en leadership. Ce qui est drôle à l'époque, c'est que le fait de faire ça nous a positionnés donc en leader, alors que les produits U ne sont pas les moins chers. Hein. Il y en a de couleur bleue qui sont moins chers que le produit U. Hein. Mais c'est nous qui avions les meilleures parts de marché à l'époque. Eh bien, ça veut dire qu'il faut tenir des engagements. Et bien sûr, alors il y a des normes qui peuvent être un peu compliquées, je pense dans l'agriculture, plus que parfois dans la transformation. Mais on peut, sur le temps long, c'est ça, si on a tous la sérénité, et je renvoie à ce que je disais tout à l'heure, si vous avez le temps long devant vous, que vous n'êtes pas menacé dans les volumes et que vous savez que vous allez pouvoir faire un business avec, bien sûr, vos clients, avec les distributeurs, etc. Vous avez le temps d'investir. Je vais vous prendre un autre exemple pour illustrer mes propos. Je ne sais pas si certains connaissent cette entreprise qui s'appelle LSDH, qui est leader en embouteillage de lait et en jus de fruits. Emmanuel Vasnex il vient me voir il y a 10 ans de ça. Il me dit, écoute, on doit changer la chaîne qui fait les jus d'orange. Donc il y a deux options. Soit on met la même avec les conservateurs, etc. Ça coûte 6 millions d'euros. Soit on peut stériliser directement dans la bouteille et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de conservateurs dans le produit. Ça coûte 12 millions d'euros. Je dis, mais écoute, nous, on veut des trucs sans conservateur. Il dit, ok, mais moi, tu t'engages sur les 10 ans qui viennent avec nous, parce que je veux bien investir les 12 millions d'euros, moi aussi. C'est ce qu'on a fait. On a signé avec lui pour 10 ans, et on a gagné en développement des ventes. Et voilà, c'est ce genre de choses aussi qui est intéressant. Et bien sûr que pour arriver à ça, il faut changer la nature du dialogue. Tout est lié. Tout est lié. Et avec c'est-à-dire, ce qui sera n'est pas que la continuité de ce qui fut. Il faut être un peu plus créatif. C'est ça le sujet. Alors, ouais, le sujet, c'est ça, mais à ton avis, est-ce qu'ils sont prêts, en fait? Est-ce que l'ensemble de la chaîne est prête? Je crois. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Après, c'est un état d'esprit nouveau qu'il faut avoir. Hein. Je suis d'accord. Mais on n'est que le reflet de l'opinion. L'opinion est là. L'opinion, ou j'allais dire la demande des clients, elle est là, elle est présente. Donc, oui. Alors, après, c'est pas aussi simple que ça. Quand on a voulu mettre en place les contrats tripartites avec Terrena, moi, le président de l'époque, Garot, je me suis mis d'accord avec lui en 10 minutes. C'était pour se mettre d'accord sur le lien, le partage de la valeur entre le producteur de cochons, en l'occurrence, eux en tant que transformateurs abattoirs, et nous en tant que distributeurs, qu'on signait un contrat à 3. Donc avec Garot, on s'est mis 10 minutes pour se mettre d'accord, pas plus. Okay, il a fallu 4 ans derrière pour signer le premier contrat. Pourquoi? Parce que les équipes ne sont pas prêtes. Les équipes, il faut avoir une grosse pédagogie, il faut changer un peu les logiciels, parce qu'elles sont conditionnées sur le rapport de force et sur leur périmètre. Donc, et si on veut aller vers du lien et du liant, eh ben, il faut avoir un état d'esprit
différent de ça. C'est tout l'enjeu. L'enjeu, il est plus dans les têtes que dans les... Alors, il y a Serge Papin, mais les autres, est-ce que tu en connais qui... Je pense que tout... J'étais ce matin, avant d'arriver, j'ai participé à une table ronde avec Rami, le nouveau patron de Carrefour France, qui est un type opérationnel assez costaud, mais bon, il est dans cet état d'esprit-là, sur le partage, y compris le partage des datas, par exemple. Les bases de données entre industriels, distributeurs, on peut arriver à faire des choses qui n'existent pas encore pour l'instant. Les distributeurs sont plutôt, quand j'entends, vous parliez d'Intermarché aussi et tout, ils sont ouverts aussi à une autre façon de faire. Je crois que les temps sont là et il faut prouver que ce modèle-là est un modèle qui correspond, ce nouveau modèle qu'on est en train de dépeindre, est un modèle qui correspond aux attentes de nos clients consommateurs qui veulent consommer mieux. Pas consommer plus, mais consommer mieux. C'est tout l'enjeu aussi. L'enjeu pour nos concitoyens, c'est d'aller vers une consommation plus équilibrée et pas forcément plus importante en volume. Donc il faudra bien aussi que ça passe par la création de valeur. Parce que si on admet qu'il faut aller vers le consommer mieux, il faut savoir créer de la valeur. C'est pas que le volume. Et donc il faut aussi, et je pense notamment à notre agriculture, dans certains cas, il faut qu'on passe d'une agriculture de volume parfois, qui est souvent basée sur des flux poussés, à une agriculture qui va créer de la valeur et qui va passer sur des flux tirés. C'est pas pareil. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes peut-être en direct sur mycefia.com. Nous sommes sur le Cefia, le premier salon en France à avoir redémarré, comme on dit. Et nous sommes très heureux d'accueillir du public en respectant les gestes barrières. Un public qu'on va entendre applaudir Serge Papin, qui n'a pas terminé sa conférence. Les applaudissements, ça fait quoi? Ça donne quoi, cher public? Voilà. Ça fait chaud au cœur, évidemment, d'être en présentiel avec vous. Serge, troisième séquence de cette carte blanche, tendance suite à cette pandémie. Évidemment, le Cefia est bien placé pour le savoir, très touché, l'univers de l'événementiel. Alors que, visiblement, dans l'agroalimentaire, en tout cas, la chaîne a bien tenu et puis a bien fonctionné. Les chiffres d'affaires étaient au rendez-vous. Il y a une tendance de fond, d'ailleurs, qui se poursuit avant et qui est en train sûrement de s'amplifier. L'état d'esprit des concitoyens est en train de changer. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, je pense que la pandémie, c'est un accélérateur de tendance. Alors, il y a un phénomène qui est intéressant à regarder, par contre, là, qui va peut-être changer la donne, c'est la métropolisation. On était parti pour à ce que les métropoles siphonnent toute la démographie, la valeur ajoutée, les richesses, etc. Et donc, il y avait une compétition des métropoles entre elles et une perte de... Comment dirais-je? La France perdait sa ruralité. Là, ce n'est pas un accélérateur de tendance, c'est une inversion. Il semble que la pandémie, avec des choses comme le télétravail, fasse qu'un certain nombre de nos concitoyens portent un autre regard sur l'endroit où ils habitent et leur propre habitat. Durable? On ne fera pas marche arrière sur le télétravail complètement. Donc la façon, le rapport au travail, ça, c'était dans le pipe avant. Et donc là, c'est un vrai accélérateur de tendance avec peut-être des installations, des gens qui vont vivre, pas tout le monde, mais soit dans deux endroits, soit... C'était cela avant aussi? Pas tant que ça. On voit bien regarder les petites villes. Tiens, essayez, j'ai regardé Rennes, regardez Combourg, qui est à côté, là, qui a une demi-heure voiture. Combourg, on va passer de 4 000 à 8 9 000 habitants. Donc voilà, c'est des petites villes. Rennes, c'est une métropole, elle continue à se développer. La Rochelle, qui n'est pas très loin, si vous voulez trouver une maison à La Rochelle, bon courage. Hein. Donc, il y a vraiment ça.
il y avait eu un constat en se disant, bon, est-ce que cette métropolisation est intéressante? Moi, je sais que en tant que patron d'un réseau, à l'époque, on se disait, mais comment on peut, nous, justement, inverser les choses? Bon, ben là, la pandémie, voilà, elle est un marqueur important pour ça. Donc, télétravail, je l'évoquais. Deuxièmement, digitalisation du commerce. Là aussi, il y a eu un développement fantastique. C'est-à-dire qu'il y aura du physique à côté du digital. Donc le côté dark, hein, comme pour c'est ce mot un peu à la mode. Si vous prenez la restauration, il y a un développement de ce qu'on appelle les dark kitchens, donc qui sont des cuisines uniquement destinées à la commande digitale. Je peux vous dire, malheureusement, c'est encore les Américains qui investissent là-dedans. Avec, par exemple, Uber Eats. Quand vous commandez sur Uber Eats ou sur Deliveroo, vous avez une chance sur 2 de commander une dark kitchen. Hein. Voilà. Les magasins, on voit bien qu'ils sont en train de devenir ce qu'on pourrait appeler des espèces de hubs de solutions locales, c'est-à-dire, pour reprendre toujours mon exemple de Combourg, il y a un Hyper U à Combourg, donc il doit être localement un magasin agréable où la destination pour y aller, pour ses clients, c'est une destination agréable et joyeuse. On va y trouver un bon boucher, on va y trouver du saumon fumé par le magasin, il va fabriquer sa charcuterie, etc. Donc on va trouver vraiment une expérience intéressante. Puis à côté, il va avoir toute une possibilité de préparation pour son drive, pour les livraisons aussi, et puis il pourra même ouvrir demain une plateforme locale à Combourg où des producteurs locaux pourront aller sur cette plateforme et eux aussi en profiter pour vendre directement leurs produits. Donc on voit bien que toute cette dimension qui conjugue développement du digital et ce qu'on pourrait appeler upgradage de l'expérience client dans le magasin, c'est en train de faire évoluer les choses très vite. C'est-à-dire que les magasins sont de plus en plus agréables, hein, enfin au moins dans les petites villes, je mets Paris de côté, ce n'est pas tout à fait le cas encore, mais bon, voilà, ou les grandes métropoles. Et puis, de l'autre côté, il y a toute une organisation qui se met en place pour rendre efficace ce qu'on appelle l'omnicanalité, donc drive et livraison à domicile. Donc c'est tout ça qui est l'amplificateur, enfin les constats de l'amplification qu'a mis cette pandémie en lueur, puis avec des consommateurs, espérons que ça dure, mais je crois que ça va durer, qui retrouvent aussi un plaisir à la cuisine, à cuisiner, à acheter aussi des produits de saison, à la saison. Il y a un engouement, hein, pour revenir à des produits un peu bruts, hein, et pas simplement des produits ultra transformés. Donc il y a aussi cette conscience qui a été... où on s'est dit, bon, on faisait peut-être un peu n'importe quoi de ce côté-là. Et là, la pandémie a aussi fait prendre cette conscience. Donc ça, si on peut mettre au crédit, si je veux, avec beaucoup de précaution, de ce qui s'est passé, ça, c'est pas mal. Ces contraintes-là sont des belles opportunités. Et est-ce que tu penses que les sociétés d'agroalimentaire doivent aller vers le digital? Parce qu'on parle d'un schéma, d'un système qui fonctionne, hein, il y a la grande distribution, il y a les transformateurs au milieu. Et est-ce que les sociétés d'agro peuvent peut-être un jour vendre elles-mêmes, il y en a qui le font, mais leurs propres produits? Est-ce que tu crois que c'est quelque chose de... Elles doivent s'intéresser à tous les canaux. Je pense que les distributeurs ont tendance à devenir des marques, y compris avec leur MDD, hein, mais ils cherchent à marketer, ils deviennent des marques trait d'union enseigne. Il faut que les marques, d'une certaine manière, se retailisent et qu'elles puissent avoir accès au client final, pourquoi pas directement en faisant de l'Internet,
il faut qu'elle puisse aussi aller dans plein de circuits. Il n'y a pas que la grande distribution, il y a tout un tas d'autres circuits qui sont disponibles. Et bien sûr, elles doivent y aller. Et je ne pense pas qu'elles doivent avoir peur. Parce qu'il y a eu une période où on se disait, mais si on vend directement, est-ce que les distributeurs ne vont pas nous le faire payer, etc. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, les distributeurs sont capables de comprendre que tout est dans tout, qu'il y a de l'omnicanalité et que chacun doit faire au mieux. On n'a pas encore des pressions par rapport à Amazon, ceux qui vendraient à Amazon. Non, c'est fini ça? Non, je pense pas. Non. Ah oui. Non, il n'y a pas. Si un industriel ou une marque veut être présent sur Amazon en même temps et c'est le cas, hein, en même temps qu'il l'est. Je parle de vendre à Amazon dans l'hypothèse où ils agrandiraient leur. Non, tu penses que c'est pas. Non, mais il y a Grand Frais, il y a, enfin, je sais pas, il y a plein il y a tous les circuits des magasins bio, il y a plein d'initiatives aussi qui se prennent et qui font uniquement du drive ou de la livraison. En ville, là, ça foisonne. Il y a plein de startups qui démarrent sur cette question-là. Bon, les marques pourront être présentes partout, hein, aucun problème. Hein. Ça leur permettrait d'avoir peut-être d'être moins sous l'emprise de la grande distribution aussi. Moins dépendre, oui. C'est bien sûr. Si on peut diversifier les circuits de distribution, moi je trouve que si j'étais une marque, je chercherais à faire ça, oui, bien sûr. Alors, quatrième séquence, le modèle actuel, vision et perspective. Avec toi, Serge, on va essayer de continuer d'avancer. Donc, les fournisseurs à côté des grands distributeurs. Le modèle change. Il ne faut plus exclusivement s'intéresser aux super ou aux hyper, on vient de le dire. De toute façon, la sobriété impose le changement. Ça m'avait marqué. C'est ce que tu as dit. Aujourd'hui, la sobriété impose, quoi qu'il arrive, le changement chez tous les acteurs. Il y a une perception qu'on a besoin d'aller vers plus de sobriété. Je pense la société, si j'incarne les choses à 2030, on voit bien qu'on est sur une tendance, encore une fois, du consommer mieux, du plus durable. Les années 80, les années 70... on était sur une consommation à profusion, quoi. La consommation était un marqueur. Aujourd'hui, c'est une forme de sobriété qui est un marqueur. Et regardez, par exemple, je suis au bord de la Camif. Je ne sais pas si vous connaissez cette... c'était autrefois... ils vendaient aux instituteurs. Oui, le catalogue de la catalogue, voilà, de la Camille. Et ils ont arrêté, enfin voilà, ça a été repris. Et cette marque ne vend que des produits français, fabriqués en France, c'est du petit mobilier, ou du gros mobilier d'ailleurs, fabriqué en France, avec une garantie de service après-vente. Donc en effet, c'est plus cher qu'un produit qui vient d'Asie, mais vous allez pouvoir le garder toute la vie. Vous allez pouvoir le faire entretenir et il y aura des pièces de SAV. Et cette entreprise-là, actuellement, elle fait un carton. Elle se développe incroyablement bien. Et ça n'aurait pas pu être possible il y a 15, 20 ans. Donc on voit bien que la consommation durable, la consommation qui va vers le mieux, c'est plus de qualité et sans doute moins de quantité. Vous voyez, donc on va, de toute façon, si on veut respecter aussi tous les enjeux de transition énergétique, climatique, etc., il faudra bien aller aussi vers ce type de sobriété, pour reprendre ton mot. Tu disais même que le consommateur est en attente d'une réconciliation. Là, je reviens sur les différents acteurs. Ils ne sont pas naïfs. Hein. Le consommateur est éclairé aujourd'hui avec tout ce qui peut se passer sur le digital, toutes les informations qu'on peut récolter. Et donc, tu disais, le consommateur est en attente d'une réconciliation. Oui, parce qu'ils sont fâchés, ils sont... Non, mais il y a une attente d'engagement, bien sûr. Il y a une étude qui est parue là, il n'y a pas très longtemps, chez les jeunes de moins de 30 ans. Ils attendent qu'il y ait des engagements des entreprises sur ce qu'on pourrait appeler le bien commun. Et donc,
c'est tout le dispositif, on le voit, de la loi Pacte, notamment, c'est la raison d'être de l'entreprise. Donc ça, c'est concrètement de la réconciliation. La raison d'être, c'est sa mission. Les collaborateurs qui travaillent pour l'entreprise, ils y trouvent une raison d'y être. Donc ça, c'est le sens. Et les consommateurs trouvent à ce moment-là une raison d'y venir, parce qu'ils adhèrent au projet. Et c'est ça, c'est là que concrètement la réconciliation se fait. Parce qu'on peut conjuguer bien commun, projet économique et engagement, justement. Parce qu'on voit bien que si on attend tout des politiques, on risque d'être déçu. Et la société civile qui se prend en compte, eh bien, elle est plus dans forte. le monde des entreprises, justement. Et on voit que la réconciliation, pour reprendre ton mot, elle est de cet ordre-là. Et elle est dans cette capacité à porter des engagements et du changement au niveau de la responsabilité nouvelle que vont prendre les entreprises dans le pied qu'ils vont, enfin, dans la démarche qu'ils vont avoir sur le bien commun. Tu penses que le consommateur est plus fort que tout aujourd'hui ? Le consommateur citoyen, oui. Puis il y a, tu sais, il y a ce mot nouveau, je ne sais pas si vous connaissez, le mot solastalgie. Solastalgie, c'est un mot qui a été inventé, un néologisme par un philosophe australien qui s'appelle Albrecht. La solastalgie, c'est l'éco-anxiété de l'avenir du monde. C'est-à-dire tout le monde angoisse entre le réchauffement climatique, la pandémie, la violence, enfin, tout ce qu'on peut voir au quotidien. Comment on pourrait, pour des jeunes, être serein? Et ce qui les rassure, c'est quand ils voient que certaines entreprises, justement, s'engagent pour, modestement, mais concrètement, à changer des choses. Et ça, c'est une réconciliation. Et je vais citer, comment il s'appelle, Pascal Demurgère, qui est le PDG de la Maïf, du coup, cette compagnie d'assurance. Il a fait un bouquin qui s'appelle « L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus ». Politique au sens de l'intérêt général. Et bien voilà, on y est, et il y a des fortes attentes de la part du consommateur trait d'union citoyen sur ces engagements. Et on voit bien que les leaderships d'entreprises de demain, ils se construisent sur ce double mouvement bien commun et projet économique. Ça, c'est quelque chose qui est en train de s'épanouir, si je puis dire. Alors, on parle de changement. D'ailleurs, un exemple dont on a parlé ensemble, qui était frappant, au Chili, si on regarde ailleurs, le Chili s'est attaqué au Coca-Cola. Oui. Tu peux nous parler de cet exemple ? C'est sûr, j'ai participé à une émission l'autre jour. Si vous allez dans les pays d'Amérique du Sud, par exemple le Chili ou le Mexique, Mexique, 1 litre d'eau est plus cher qu'un litre de Coca-Cola. Comme aux États-Unis, d'ailleurs. Qui siphonne l'eau pour faire le Coca. C'est un vrai sujet, parce que plus les gens sont dans la précarité, je dis ça avec beaucoup de précaution, mais on constate, alors ça peut être à l'aune d'un périmètre d'un État, ça peut être aussi des populations qui sont plus dans la précarité, plus ils consomment de produits sucrés, des sodas, donc des produits qui sont un peu chers au passage, plus chers que de l'eau quand même, en France en tous les cas. Pour le moment, l'eau. Pour le moment. Et c'est-à-dire, plus il y a de précarité, plus il y a de malbouffe, et plus il y a de pédagogie, et plus les gens achètent des produits de saison à la saison. Qui, au passage, si vous achetez des produits de saison à la saison d'origine France, je le dis avec beaucoup pour l'ayant mesuré moi-même, on ne peut pas dire que l'alimentation soit chère. Vous savez, les légumes aujourd'hui, les légumes de saison, c'est à peu près 2 € le kilo. 200 grammes de 2 €, ça fait 40 centimes. Et si vous prenez une protéine animale de bonne qualité, c'est 7 € le kilo du porc fermier. 200 grammes, 2 fois 7, 14, ça fait 1,40 €. C'est-à-dire pour moins de 2 €, vous avez une portion.
convenable, condition d'avoir pris le temps de l'acheter et à condition d'être passé à la cuisine. C'est sûr que par contre, si vous consommez des céréales d'une grande marque américaine et des pâtes à tartiner d'une grande marque italienne et que vous buvez avec ça une boisson sucrée dont on parlait tout de suite, c'est plus cher. Voilà. Donc il y a aussi toute une partie pédagogie à avoir. D'ailleurs, au passage, moi, dans une de mes recommandations, la 8e du rapport, je proposais qu'on mette un programme de nutrition en primaire pour qu'on informe les enfants d'où vient la nourriture, comment elle est faite et qu'est-ce qu'il faut manger, etc. Il faut s'en occuper. Si on dit que l'alimentation est importante, faut quand même, et qu'elle a des relations avec la santé et l'environnement, il faut quand même former les gamins. Or, il n'y a pas aujourd'hui de cours pour les gamins, pas plus que pour les médecins au passage. Vous savez, sur la nutrition, c'est juste pour rire, hein. Sur 7 ans d'études, un médecin, il a 1 heure de nutrition. Donc, si on dit que c'est important, vous voyez, il faudrait... Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut remettre. Il faut arrêter aussi de faire en sorte que la variable d'ajustement à tous les budgets, ça soit la bouffe. Tu vois? Parce que ça, là, c'est des abonnements, ça n'existait pas avant. Et on dit, il faut... alors on va demander aux paysans de faire de la bouffe de mauvaise qualité qui va être pas chère pour pouvoir payer ça. Moi, je crois qu'il faut encourager nos concitoyens à téléphoner moins et à manger mieux. Est-ce que tu penses qu'on peut revenir en arrière ? Je pense qu'on peut sensibiliser. Il y a toute une tendance quand même qui aujourd'hui est là. Ça sera un petit peu long. Le fait que je puisse témoigner de ces questions-là au salon, quand même, c'est important. Et on sent bien que cette prise de conscience, elle est là. Après, c'est là où ceux qui mettent en marché ont aussi des responsabilités, bien sûr. Nous arrivons à la dernière ligne droite. Si tu avais quelque chose à ajouter, vous avez sûrement des questions, peut-être des questions. On va prendre des questions. On va prendre des questions. Je vais remettre mon masque. Et est-ce que vous avez des questions à poser à Serge Papin? C'est toujours la première, la plus difficile, hein. Allez, madame. Bonjour, moi je ne vais pas poser de questions, je vais juste faire un commentaire de fille de paysan qui a travaillé 25 ans dans l'agroalimentaire et qui aujourd'hui fait un autre métier. Je voulais juste vous féliciter de porter haut et fort et d'incarner la défense de nos paysans qui sont les SAN du pays. Et tous ces métiers qui se terminent par ZAN, les artisans, les commerçants. Je crois que nos 3 confinements ont montré à quel point ces gens étaient importants et essentiels à notre société, à l'équilibre sociétal, humain. Et puis un dernier mot, effectivement, la nourriture est notre première médecine. Donc la remarque que vous faites sur... la nutrition à l'école, la nutrition chez les médecins, cette éducation, cette instruction à la nutrition est très importante. Merci. Oui, merci madame, merci de votre commentaire. Oui. Yeah. Une autre question pour Serge Papin. On a un public timide, hein. Voilà, on y retourne. Bonjour. Bonjour. Olivier Sima. Vous avez donc beaucoup œuvré dans le cadre de la grande distribution aussi pour la valorisation des filières. Et du coup, aujourd'hui, donc depuis 2018, quelles sont vos missions et votre travail actuel? Alors, là, j'avais la mission gouvernementale qui m'a bien occupé sur la recommandation, et qui, j'espère, comme je l'évoquais tout à l'heure, va se transformer en projet de loi. Sinon, je dirais, j'ai un accompagnement, je suis conseil comme ça auprès d'entreprises pour essayer justement de les faire réfléchir, enfin celles avec qui je travaille, à un futur souhaitable. C'est-à-dire, c'est au fond comment essayer de changer de pied pour construire un futur ensemble qui corresponde aux souhaits de tout le monde. Et donc je les invite
à faire appel à ce qu'on appelle l'intelligence collective. Moi, j'ai fait que ça, hein, toute ma vie. J'ai eu, au fond, c'est mobiliser les gars sur le terrain, contrairement au... Parfois, vous savez, je pense que le côté jupitérien est plus très à la mode. Hein. Enfin, tout le monde l'a... même ceux qui l'utilisaient l'ont compris. Et je l'aime bien, hein, par ailleurs. Il comprend qu'il faut mieux aller chercher les choses et les remonter que les descendre comme des sachants. Donc, bonne nouvelle, c'est comme il n'y a plus d'ENA, donc on va pouvoir de nouveau faire appel à cette intelligence collective. Où là, on rendez compte, un groupement de commerçants indépendants qui sont comme Système U, il n'y a pas d'énarque. Et pourtant, il a un leadership. Pourquoi? Parce que c'est des gars qui s'expriment sur qu'est-ce qu'ils veulent pour leur futur. Et comment ils essaient justement de tout concilier entre le local, leurs collaborateurs, etc. Et donc, moi, fort de cette expérience, pour les entreprises que j'accompagne, j'essaie de partager ça et de dire, au fond, les amis, posez les valises. Ce qui n'est pas facile, parce qu'on est tellement dans un quotidien la plupart du temps qu'il faut faire face à un travail, tout ça. On est toujours ce qu'on appelle la tête dans le guidon. Et ça n'empêche pas, à un moment, de réfléchir différemment et, au fond, se dire comment, ensemble, on va réfléchir à notre projet de demain. Et ça, c'est des méthodes qu'il faut avoir pour... Parce que l'intelligence collective, il faut avoir des endroits pour la capter, pour l'écouter. Autrement, si on ne pose pas la question, voilà, tout le monde va chez soi. Et puis, voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, en termes de management aussi, est un peu nouveau. Donc, essayer de décorréler le management pyramidal de l'écoute qui peut être faite, chacun des collaborateurs, et puis après, trouver tous ensemble des espèces de compromis réalistes pour faire adhérer à un projet qui va convenir après à tout le monde. Donc voilà, je fais ça. J'espère que Serge a bien répondu à vos attentes. Une nouvelle question, n'hésitez pas, même autour de cette agora, si vous voulez poser une question, vous levez la main. Une fois, deux fois, trois fois. Je suis rapide. Serge, on va conclure. Oui. Que peut-on dire sur... on a de l'espoir pour cette loi Egalim 2. Oui. Tout le monde va bien gagner sa vie. Les lois sont là aussi pour être le reflet des besoins. Si cette loi, elle arrive maintenant, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a un besoin, comme exprimait Madame. Il y a un besoin pour les paysans, si on veut la pérennité des paysans, si on veut que des jeunes de nouveau s'installent, parce qu'il y a un sujet de ce point de vue-là, il y a beaucoup de boomers, de baby-boomers qui vont partir à la retraite, donc la moitié des fermes vont être à reprendre entre les 5 et 10 ans qui viennent, donc il faut bien, ça commence bien sûr, il faut qu'il y ait des jeunes qui ont envie de s'installer. Et si aujourd'hui... les jeunes, ils gagnent pas d'argent, ils vont pas y aller. Donc, il y a toute cette question parce que là, on pourra pas la souveraineté alimentaire, on l'aura encore une fois que si il y a des agriculteurs. Donc, j'ai bon espoir que ça arrive au bon moment, et j'ai vraiment l'impression qu'on est à une bifurcation, avec l'accélérateur qu'a été cette pandémie, et on doit changer ce que j'évoquais tout à l'heure. Je pense qu'il faut arriver, même si la société donne plutôt des signes aujourd'hui de violence parfois, etc., qui peut être choquante, il faut quand même, tous ensemble, on le voit, il y a un besoin de réconcilier, comme pour reprendre le mot de tout à l'heure, il y a un besoin de travailler le vivre ensemble. Donc il y a un besoin que les dirigeants et les élites politiques deviennent des médiateurs et qui quittent l'invective. Et il faudra sans doute leur apprendre. Je trouve qu'on a un paysage entre nous, un paysage politique qui est désolant, qu'il faut... voilà. Et je pense qu'il y a une conscience, il y a une attente. Il n'y a que ceux qui ne s'en rendent pas compte. Ils sont toujours... On peut comprendre qu'on ait des convictions. Mais après, il peut y avoir de la forme
qui soient un peu différentes, parce qu'à ce moment-là, ça apaiserait toutes les violences. Et je pense qu'il y a une attente là-dessus, et je pense qu'on va la vivre quand même. Moi, je suis très optimiste. C'est pas parce que là, on est à les choses sont exacerbées que demain, des profils nouveaux vont arriver et qui ne seront pas dans cette loi du plus fort que tout le monde veut porter, et qui seront avec cette idée qu'il faut amener de la médiation. Voilà. C'est quoi ta plus grande fierté quand tu étais président-directeur général du groupe Système U? Là, tu viens de parler de la loi du plus fort. Toi-même, tu as essayé peut-être à certains moments d'apporter un peu d'équité. C'est quoi ta plus grande fierté tout au long de ces années? Quelle action Ouais, alors, moi j'ai essayé de porter auprès des médias souvent les valeurs de Système U telles que je peux les porter aujourd'hui. Parce que maintenant je suis un homme libre, je peux dire voilà ce que j'ai envie. Mais donc moi j'ai toujours été quelqu'un qui a cherché justement à travailler le vivre ensemble. Hein, et Système U, c'est 70 000 collaborateurs et c'est 1500 patrons et patronnes de magasins. Donc il y a une vie ensemble. Hein, voilà. Et puis, j'ai essayé d'entreprendre ce qu'on pourrait appeler un double mouvement, ce qui n'est pas facile. Hein, c'est-à-dire à la fois de l'autonomie et de la concentration. C'est-à-dire, c'est comment tu rends les gens autonomes parce qu'ils ont à leur disposition un back-office solide. Alors, c'est quoi un back-office solide? C'est par exemple des bons services informatiques, une bonne logistique, voilà, des choses rassurantes du point de vue des outils, ce qui permet à chacun, avec ces outils, d'être indépendant et d'être autonome, et qu'il faut faire confiance aux gens, et qu'on ne fera peut-être pas tout à fait les choses de la même manière si on est dans le sud de la Corse ou si on est à Colmar en Alsace, et qu'il faut laisser une forte adaptabilité à des contextes locaux. Et par contre, il faut aussi avoir des engagements sur certains outils qu'on ne peut pas laisser comme ça trop atomisés. Donc c'est ça, cette idée du double mouvement, je la trouve intéressante pour maintes et maintes choses, qui permet de responsabiliser individuellement les gens, mais dans un cadre d'outils qui permet aussi de se mouvoir, parce qu'autrement on n'existerait pas s'il n'y avait pas ce cadre-là. Donc voilà. Merci. Merci Serge. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Serge Papin pour cette carte blanche sur ce CEFIA en présentiel avec des applaudissements en direct sur mycefia.com. Dans quelques instants, une nouvelle conférence. On se retrouve dans quelques minutes aux alentours de 12h45 avec Marc Tercelin. On vous souhaite de passer une très très belle journée. Troisième et dernière journée, carte blanche ici même sur le CEFIA 2021. A tout de suite.